Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est une semaine spéciale que nous vous proposons puisque nous irons avec vous à la découverte d'une culture qui traverse les frontières au cœur de l'Afrique. Il s'agit de la culture Téké. Les Téké, vous connaissez, on en trouve au Gabon, on en trouve au Congo par exemple, on en trouve en RDC. C'est l'une des rares ethnies, s'il faut dire ainsi, dans ce niveau de l'Afrique centrale, qui a quasiment des frontières toutes constituées parce que on les retrouve un peu partout. Il était nécessaire pour nous, Ziana TV, pour cette saison estivale, d'aller avec vous à la découverte de cette culture. Vous savez qu'il y a toujours des expressions que nous avons tous repris très souvent dans nos conversations. Voilà, je suis un grantier, mais ça veut dire quoi, un grantier? On a entendu, pour ceux qui connaissaient la musique, Strevos Niarchos, le grantier. On a entendu aussi, au fur et à mesure que nous grandissions, voir ces hommes parfois balafrés qui pouvaient perdre leurs enfants alors qu'ils étaient là que dans l'expression d'une culture. On a vu aussi parler parfois des expressions assez négatives. Quand on parle de voilà, c'est un chien batéké, on ne sait pas trop ce que ça voulait dire, mais on savait qu'il y avait quelque part au Congo-Brazzaville où nous étions nés des tékés. Or, en grandissant, on découvre que les tékés sont ici au Gabon. Le président Omar Bongo lui-même s'était déclaré ou a été déclaré comme étant un grantier, un chef du côté des Tékés. On pouvait voir des hommes comme Ganao aller le voir, c'était un frère. On voit aussi du côté de la RDC des hommes qui sont illustrés pour magnifier cette culture et on connaît bien sûr comment ce que les Tékés ont été au contact avec l'explorateur Savorian de Brazza. On sait aussi que c'est parfois que tout a été organisé. On connaît aussi, mesdames, messieurs, cette culture qui est assez prégnante, assez imposante dans l'univers congolais, dans l'univers gabonais et dans l'univers de la RDC. Voilà donc, mesdames, messieurs, le menu que nous vous proposons, c'est une découverte spéciale puisque vous le comprenez, cela n'a jamais été fait qu'on vous propose comme ça durant la saison estivale d'aller découvrir les cultures de chez nous et plus encore la culture Téké. Mon invité, vous le comprenez donc, c'est un homme qui s'y connaît en la matière, non seulement qu'il est Téké, mais aussi il écrit, c'est un historien reconnu et très demandé. Ses ouvrages aujourd'hui font référence. Il s'agit donc, mesdames, messieurs, de M. Opiel Ebiatta. Bonjour. Bonjour, Sir Makoso. Merci, monsieur Opiel Ebiatta d'avoir pris le temps. Je sais que vous n'êtes pas parisien, un peu comme moi-même. Vous êtes venu de la province afin de pouvoir venir, je dirais, partager avec nous cette culture que vous portez non seulement en tant que fils, mais aussi en tant qu'universitaire, puisque les travaux qui sont les vôtres vous qualifient en ce sens et ça nous permet de pouvoir en parler. Donc je rappelle que vous êtes historien, écrivain. Par rapport à l'histoire, il y a des ouvrages qui font référence, par exemple celui-là, Fondement de l'identité et de l'unité Téké que je vais découvrir, donc qui est paru chez l'Harmattan. Vous avez aussi Conquête européenne et pouvoir royal Téké, fin 15e, milieu 20e siècle. Donc vous voyez qu'on est là au 21e siècle, mais il y a des éléments ici qui vont nous permettre de bien comprendre et bien analyser. Alors, Opiel Ebiatta a un dernier ouvrage qui est sorti, qui est encore tout frais, c'est aux éditions Acoria, c'est l'élu de la forêt vierge. Donc là, on est dans la littérature pure, on sort un peu de l'histoire, mais avec lui, on va rester dans l'histoire, puisque c'est ce qui nous préoccupe et c'est ce qui nous permet de pouvoir vous le proposer aujourd'hui. Je rappelle donc que cette semaine sera ponctuée en fait par un événement inédit que vous verrez aussi dans Paris. Ce sera du côté de Suresnes le 28 juillet prochain. Je vous donne déjà rendez-vous afin d'aller découvrir in vivo, comme on dit, de vive voix ou en live, ce que peut nous proposer la culture Téké aujourd'hui. Alors, monsieur Opiel Ebiatta, très souvent, on parle des Tékés. Quand on parle des Tékés, on se demande, bon, c'est quoi? Certains se posent des questions. Quelles en sont les origines, en fait, finalement? Parce qu'on les voit un peu partout, mais on ne sait pas les rattacher à une terre quand on voit les frontières physiques qui existent aujourd'hui. Alors, le terme Téké, déjà, c'est le terme consacré pour désigner, en fait, ces populations que vous avez bien localisées entre nos trois États. Hein? Alors, les premiers occupants de l'espace congolais, les pygmées que l'on appelle aujourd'hui les peuples autochtones, les désignent par une appellation appropriée. Ce sont les Nzi. Le vrai nom, c'est les Nzi. Ça, c'est vraiment le nom africain des Tékés par lequel
ils ont été désignés par les premiers occupants de cet espace-là. D'accord. Donc de Nzi, on est passé à Téké, c'est une longue histoire. On est quand même sur le plan même juste, je dirais, de la terminologie, passer de Nzi à Téké, il y a quand même, je dirais, un espace assez important. Ben oui, donc ils sont Nzi à l'origine, puis, à un moment donné, eux sont des grands commerçants, des grands marchands sur le lac Mahon, qu'on appelle aussi improprement le Stalipour. Sur ce lac-là, ils contrôlent les échanges. En Batéké, vendre veut dire outio, outélé. Donc, du coup, on désigne celui qui vend par le métier qu'il pratique. Outio, outéké. Donc, nous sommes passés de Nzi à outio, outéké. Donc, c'est la fonction commerciale qui va donner, en fait, cette appellation que nous avons tous aujourd'hui. Aujourd'hui, qui éclipse le mot originel Nzi, Oui. qui prend le dessus et qui prend la force avec l'arrivée des Portugais. Parce que lorsque les Portugais arrivent au Congo, ils amènent la marchandise européenne. Donc là, les échanges deviennent encore plus importants. Intense. Oui. Et comme les Moubiri, c'est-à-dire les porteurs qui viennent du Royaume Congo, ne peuvent pas aller à l'intérieur des terres, les Téké des abords du lac deviennent des courtiers. D'accord. Et les Congos appellent Nteka. Nteka. Ah oui. Nteka. D'accord. Donc- Et Téké, que les Congos, quand ils sont dans des rapports marchands Voilà. avec les Téké, disent Téké. Téké. Voilà. Donc, Voilà. vend, Voilà, c'est le vendeur, c'est Oui, celui oui, qui c'est vend. ça, voilà. Et aujourd'hui, quand tu vois d'ailleurs, le Congo te dit, ne dis pas Téké, Téké, il dit Nteke. Donc nous passons de ce thème originel Oui. à Téké à Nteke. Et le véritable problème, c'est que comment ce terme s'élargit. Ben, sur les autres, Sur parce les que autres. moi je comprends bien qu'on est dans le Stanley Pool Voilà. d'Antact, Voilà. mais comment est-ce que quand on traverse, je dirais, Le Gabon. Gabon, on arrive en RDC et on retrouve aussi le Nteke. Voilà. Alors donc, le terme, c'est appliqué à toute une population avec l'arrivée des concessionnaires. De Brazza arrive, signe son traité, et arrivent les concessionnaires. Les concessionnaires créent, dont M. Tréchaud, crée des plantations de palmiers à huile dans le nord, notamment à Etumbi, et recrutent des travailleurs, des ouvriers agricoles, parmi lesquels tu as entre guillemets les Téké de la Lima, qu'on appelle Nzikini. Mais il y a encore le Nzi, hein. Oui, oui, il y a le Nzi là-dedans. Oui, il y a le Nzi, Oui, oui. ils sont Nzikini. Mais ils sont de petite taille. Ce nom est risible. Donc, les bouchers, tous ceux qui sont des plantations se moquent d'eux. Oui. Des bagarres violentes éclatent entre les ouvriers. Alors, M. Tréchaud se dit, écoutez, il y a des gens qui parlent la même langue que vous, hein, sur le lac. Désormais, vous n'êtes plus Djigini, on vous appelle les Téké. Voilà comment le mot Téké, On va commencer à traverser les frontières. les physiques. frontières, et devient l'appellation de ceux qui parlent la langue qu'on entend parler sur les lacs, sur les bords du lac. Oui, oui. Et donc, alors, à ce moment-là, ce qui est intéressant par rapport à ce que vous dites au pied des Bientiens, c'est que on peut se dire, bon, là, on est monté vers le nord du Congo, sauf qu'on n'est pas encore au Gabon. Or, à cette époque-là, on n'a pas encore des frontières physiques, puisque à ce moment-là, Berlin ne s'est pas encore réuni pour diviser l'Afrique. Non. Donc, les peuples traversent. On va, au fur et à mesure, les rapports marchands continuent à s'établir. Oui, tout à fait. Ça ne pose pas de problème, en fait. Non. en termes d'installation. Non, il n'y a pas de différence parce que finalement, ces peuples qui sont allés aujourd'hui en République démocratique ou bien au Gabon, Mais ils venaient là. ils sont tous partis du noyau du fleuve. C'est la pratique de l'esclavage qui en fait a
éparpillé ce peuple sur ce grand espace. Parce que, entre guillemets, les Tékés, c'est le noyau, enfin c'est un pourvoyeur d'esclaves. Oui, d'accord. Alors, ils ont tout vendu, et que font les peuples? Les peuples s'enfuient, puisque quand il n'y a plus d'esclaves à vendre, les guerres s'installent, Oui. les razzias, et les peuples fuient. Ils ont fui jusqu'à traverser Le fleuve. pour les uns, et pour les autres, à aller sur les contreforts des montagnes et des collines du nord, jusqu'à traverser les frontières pour aller jusqu'au Gabon. Cet étalement est le fait de l'esclavage. Donc le noyau central, c'est le plateau de Mbé, D'accord. dans ses alentours. Et l'esclavage disperse tous ces peuples-là. Dans cette dispersion, l'appellation, elle continue en fait. Elle est Téké. Elle est, voilà, Désormais, l'appellation elle est Téké. Elle reste en fait l'appellation commune. Elle pour tous les s'impose, gens oui. qui vont partir et on perd à ce moment-là. Mais est-ce que là aussi, pour ceux qui partent, il y a toujours ce rapport marchand ou le côté marchand qui continue? Ou bien les transactions se sont plus ou moins estompées avec, je dirais, les contingences que les hommes et les femmes rencontrent? Ah non, 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 le commerce continue, le lac continue à être un nœud infrastructurel Oui. où tous les peuples de l'actuel Congo descendent le fleuve et remontent pour ceux qui sont au sud, et tous se retrouvent autour du fameux lac. Les échanges continuent, il y a des grandes routes commerciales depuis avant le 15e siècle que l'on rencontre encore aujourd'hui. Alors, par rapport à ces routes-là, est-ce que, c'est qui me disait, est-ce que quand le Téké du Congo parle, celui du Gabon comprend? Est-ce que celui du Gabon, quand il parle, celui qui est en RDC comprend? Oui. Au-delà des quelques nuances Oui. qui font des parlers locaux, quand je parcours tout l'espace Téké, je n'ai pas besoin d'un interprète. Je n'ai pas besoin. Il va y avoir des questions d'intonation. Tout à fait. C'est ça ce que j'appelle les nuances des parlers. Oui. Hein? Les nuances des parlers. Par exemple, là, quand je dis Mban, les gars de Brazzaville disent Mbamou. D'accord. Mais c'est la même chose. Oui. Quand je dis par exemple Oubira, Porté, des gens du bord de la Lima, ou bien du bord du plateau Kukuya, ils disent Kibira. Oui, donc ce sont des petites nuances comme ça, où on change le radical, ou plutôt le préfixe. Oui. Sinon, on se comprend. Voilà, des gens qui s'en comprennent, mesdames et messieurs. Donc, vous voyez qu'on a en ce moment-là avec vous cette découverte de la culture Téké. On comprend finalement, on partant de Andi pour arriver à Téké. Or, ce sont les rencontres culturelles. Donc, finalement, en fait, les Téké ont su se fondre dans les cultures, et notamment dans les rapports avec les Congos, puisque, je dirais, les échanges avec les Congos, avec les concessionnaires, on va donner en fait cette expression TK, qui veut dire donc vendre ou acheter, et c'est cette appellation qui va désigner, en fait, je dis cette fonction, qui va désigner les hommes qui ont partagé cette culture. Comment se passent les rapports, puisque le territoire n'est pas vide à ce moment-là? Les rapports entre les Tékés et tous les autres, c'est-à-dire tous les gens qu'on voit qui viennent vendre, qui sont là. Oui, tout à fait. Excellent rapport d'ailleurs, même si plus tard, avec les Congos, il y aura un antagonisme. Un antagonisme simplement parce que les Congos ne voulaient pas que les Blancs entrent en contact direct avec le roi des Tékés. Ils voulaient avoir cette prééminence. Parce qu'effectivement, l'arrivée des Portugais a fait du mal au royaume Téké. Il a appauvri le roi. Parce que le commerce qui le nourrissait, l'ancien commerce. C'est sur les concessionnaires maintenant. Voilà, les Portugais Oui. qui font ce commerce-là, donc qui tirent l'argent, le roi s'appauvrit. Donc cette animosité-là. Mais sinon, partout, on remontait depuis les Vili, les Congos, les Mbushi, on se retrouvait tous autour du lac qu'on appelle le lac Stanley-Pool. Et tout d'ailleurs, avec quelque chose de très intéressant, c'est là que prennent naissance les langues, comme le lingala, qui sont des langues plutôt commerciales.
ce sont des langues commerciales. Un peu comme aujourd'hui on utilise l'anglais Oui. pour commercer au niveau international. Voilà, Et là, c'est l'Ingala est une langue commerciale, née autour du Stanley-Pool, hein, pour l'intercompréhension de ceux qui font le commerce. Parce qu'ils avaient, eux aussi, des monnaies. Parmi lesquelles, d'ailleurs, ce fameux raffia. Oui. Donc, il y a d'excellentes relations entre les peuples, sauf que lorsque, au Congo, le pouvoir émerge, ils veulent placer le royaume Téké sous leur titulature. La seule animosité, c'est là. Sinon, c'était des relations paisibles, d'échanges. Alors, très souvent aujourd'hui, pour entrer dans tout ce qui est commun, hein, on nous dit, ben voilà, il y a aujourd'hui dans le pool, par exemple, il y a des Tékés d'origine, mais qui sont désormais assimilés au Congo. Où on parle des Tékés comme des gens un peu comme le défunt Bernard Kolela, on dit voilà qu'il était Téké alors que les gens l'assimilaient au Congo normalement. Comment ça se crée quand on parle dans la province d'Igné, par exemple, on voit un peu dans tous ces coins-là, on a du mal en se disant, est-ce que c'est des vrais Tékés, parce qu'il y a aussi cette expression, on dit des vrais Tékés, oui, ou peut-être, est-ce qu'il y a des vrais et des faux finalement? Non, tout le monde Il y a est des Tékés. Téké, sauf qu'à un moment donné, c'est vrai, le pouvoir politique a créé quelque chose de très confus, selon là où il est. Aujourd'hui, bon, quand tu es un Téké de Brazzaville et que le pouvoir est au sud, il vaudrait mieux être Lari au Congo. Oui. Quand il est au nord, pour les peuples qui sont frontaliers du nord, vaudrait mieux être Bauchi. Oui. Hein? Ça, c'est connu de tout le monde. Parce que lorsque tu grattes une tombe Lari, Tu trouves un Téké tu finis par trouver une mère balafrée. Tu finiras par trouver une mère balafrée. Hein? Moi, j'ai parlé aux anciens premiers ministres Kolela. Nous avons parlé en Batéké. Parce que finalement, les Lari, ce n'est pas une ethnie au sens réel, comme on peut trouver les Congos, les Vili, les Mboché, etc. Ça, c'est un produit de métissage entre les Congos et les Tékés. Et ça donne les Lari. Ça donnait les Lari, les Sundi. Hein, Oui, oui, ils sont aussi dérivés plus ou moins de là. bien sûr. Hein, ce n'est pas quelque chose, c'est pas, ils ne sont pas distincts, ce n'est pas une ethnie comme telle. Non. Ce pas des ethnies qu'on a trouvées, telles que vous avez dit tout à l'heure, qu'on a trouvé des Tékés, des Vili qui étaient Non, du tout, mais parce que tout l'espace, depuis la Foulakari jusqu'au Djoui, c'est un espace Téké. Tous les noms que vous rencontrez sur cet espace-là sont Téké. Kinkala, mais c'est la perdrix. D'accord. Kinkala, c'est la perdrix. Tous ces villages-là sont de connotation Téké. C'est un espace Téké. Qu'à partir du XVIIe siècle, les Congos ont investi à la suite de la guerre d'Ambouila. Les Congos ont investi cet espace-là, ont assimilé Les populations qui les étaient là. populations, etc. Et ce sont devenus des Lari. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes là avec vous à la découverte donc, de ces cultures, surtout de cette culture Téké. Vous comprenez que finalement, parfois on dit des choses, on en pense d'autres. Or, l'histoire nous permet d'avoir des éléments pour bien comprendre d'où nous venons et où est-ce que nous allons. Alors, au pied des Biatsa, les Tékés se distinguent aussi par rapport à une morphologie. Tout à l'heure, vous parlez des Tékés qui étaient petits, qui finalement, il fallait les faire. Et le faire assimiler par rapport à d'autres. On constate aussi que les Tékés ont un signe particulier, ce sont les balafres. Pour les enfants qui voient quelqu'un balafrer, nous qui grandissions, c'était un Téké. Est-ce que c'était un signe, les balafres constituent des signes distinctifs, bien ce sont des éléments culturels que tout Téké peut arborer? Alors, à propos des balafres, on a dit beaucoup de choses, dont l'origine de ces balafres liée à la pratique esclavagiste. On dit que les Tékés sont balafrés parce que les négriers refusaient de prendre des gens qui étaient blessés
prétextant qu'ils étaient malades. D'accord. Mais il se trouve qu'en lisant ces mêmes chroniques, on trouve que on a rencontré quelque part une femme Téké Balafré dont un esclavagiste était tombé amoureux. Donc on se dit que les balafres n'ont rien à voir avec l'esclavage. Alors, la raison la plus probable, c'est que lorsqu'on regarde ces espaces balafrés, ils se trouvent dans les zones où les Tékés ont rencontré les pygmées. Et quand quelqu'un n'est pas balafré, on lui dit, tiens, regarde, tes joues ressemblent à la cuisse d'un pygmée. Voilà. Voilà. Tu n'es pas balafré, tes joues ressemblent à la cuisse d'un pygmée. Donc, Il faut te distinguer. il faut te distinguer. Et c'est ce trait distinctif entre les pygmées que les Tékés ont été les premiers à rencontrer. Et les Tékés qui arrivent là, on se distingue d'eux. Donc, quand les Tékés arrivent, parce que dès le départ, les pygmées sont là. Ils sont là. Voilà, quand les Tékés arrivent, ils rencontrent les pygmées et il faut un signe distinctif. Oui. Et à ce moment-là, naissent les balafres. Naissent les balafres. Et c'est pour ça que dans la plupart des cas, un peu plus à l'extérieur, ces balafres Tékés n'existent que sur la région dite des plateaux. Le plateau Kukuya, le plateau de Djambala, le plateau de Nsambe. Au-delà, non. Au-delà, il n'y a pas ces balafres-là. Oui. Au-delà, il n'y en a pas, sauf qu'en traversant les frontières, en allant un peu plus loin, quand vous allez au Cameroun, on va aussi trouver des hommes et des femmes. Oui, chez les Haoussa, Oui. au Nigeria, Qui portent aussi des balafres. oui, au Nigeria aussi, au Burkina Faso, bon, voilà, dans toutes les régions africaines, mais bon, dont l'origine, je ne sais pas les situer. Voilà, donc à ce moment-là, vous êtes balafré. Quand les gens vous voient, ils peuvent tout de suite dire, mais voilà, vous êtes dans la région des plateaux. Ah oui, oui, oui. Même ici, c'est-à-dire que dès que quelqu'un me voit, Oui. un Congolais, il n'hésite pas. Ça, c'est un Batéké de Djambala, Tout de suite. tout de suite. Et on ne peut pas dire Batéké du Sibiti ou je sais pas. Non, parce qu'il n'y en a pas. Voilà, il y a de- Non, même pas de l'Ekana, parce que. Oui. Non, pas de l'Ekana aussi, parce que les Batéké de l'Ekana et ceux de Djambala sont très voisins. Mais, à l'Ekana, au niveau du front, les balafres sont en accent circonflexe. Or, chez nous, chez moi ici, ils sont parallèles. Oui. Donc il y a cette distinction-là. Bon, je ne sais pas quoi c'est plus, mais bon, elle existe. Voilà, c'est une distinction qui existe, mesdames, messieurs. Donc vous êtes sur Ziana TV, vous suivez cette première partie liée à la découverte de l'histoire Téké, telle que vous le constatez. Nous avons avec nous un historien. Nous allons donc prendre congé pour vous proposer la deuxième partie.